Ce mouvement de Yérida est un indicateur. Ce mouvement de Aliyah qui commence simplement. On voit que des petits sursauts. Mais il faut savoir que les mouvements, en général, on a ce qu'on appelle un point de basculement. Au début, ça commence par un tout petit peu. Et tout à coup, aujourd'hui, il y a des structures. C'est-à-dire ceux qui arrivent aujourd'hui à Hadera ou à Nahariya ou dans des villes où avant, il n'y avait pas beaucoup de Français qui arrivent, ben, tout à coup, les structures existent déjà. Dans un post sur les réseaux sociaux, Dov Maimon prévoit une grande vague d'Aliyah d'un côté et une grande vague de Yérida de l'autre. Un texte qui nous interpelle et qui demande des éclaircissements. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Dov Maimon de venir dans notre studio. Dov, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur au JPPI, qui est le Jewish People Policy Institute, qui est en fait une sorte d'institut démographique du peuple juif. C'est ça ? Oui, bon, on a un grand centre de recherche, un think tank qui écrit notamment en ce moment la constitution, la nouvelle constitution pour l'État d'Israël, qui écrit aussi les programmes d'éducation civique pour les lycées israéliens, que ce soit laïcs, religieux, arabes et ultra-orthodoxes. Donc beaucoup de choses. On essaye d'intervenir et de prendre de la hauteur, essayer de réfléchir un peu au grand mouvement de l'histoire et essayer de prendre est-ce que peut-être on pourra intervenir de manière intelligente pour l'avenir du peuple juif. Voilà. Alors justement, on va parler vraiment de l'avenir du peuple juif avec ce que vous avez écrit hier sur les réseaux sociaux qui nous a vraiment interpellés ici à Kalita, plus particulièrement, puisque vous avez dit d'un côté, dans les années à venir, on va insister à une grande vague d'Aliyah et aussi une grande vague de Yérida. Alors d'abord, vous êtes un chercheur. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut prévoir des chiffres ou c'est trop compliqué ? Alors, les chiffres, on a des chiffres de combien de personnes ont quitté Israël, et on a les chiffres de 2025 sur l'Aliyah. De France, il y a eu 3000 personnes qui sont venues, et 800 d'Angleterre, et à peu près le même chiffre des États-Unis, 3000 ou 4000 ou 5000. Ouais, on ne peut pas encore parler de véritable vague. Non, on n'a pas une vague pour l'instant. C'est comme ça aussi. C'est le grand travail qu'on doit faire, ce que nous apprend le grand historien français François Braudel, c'est qu'il y a des mouvements, il y a l'écume à la surface de l'eau et il y a les mouvements de fond. Et le travail que doit faire la personne qui s'occupe d'intelligence, du service, que ce soit dans le renseignement militaire ou dans le renseignement civil ou dans la réflexion, c'est d'identifier ce qui va être le bruit et ce qui va être les signaux. Donc notre travail, évidemment, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Il faut avoir une oreille extrêmement fine. Et évidemment, tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, on ne sait pas quoi faire. Alors c'est pour ça que quand je dis on voit tout à coup quelques petites choses, il faut aussi des événements tangibles. Ce qu'on voit par exemple notamment ces derniers temps, et tout le monde l'a vu devant nous, donc on a tous un sentiment qu'on est en train de vivre un moment métahistorique, biblique. Ouais. On a vu au moment de Simchat Torah, le retour des otages, on a l'impression que ce n'est pas dans nos mains, qu'on est en train de vivre quelque chose de très très grand et qu'il est connu que les guerres accélèrent ces phénomènes historiques. Donc on sait que les choses vont changer. Et les deux événements, les micro-événements, mais qui sont en vérité significatifs si on les écoute avec attention, c'est la nomination du général Davidini à la tête du Shabak, du renseignement israélien intérieur, et donc un petit-fils du grand rabbin Zini que nous connaissons de France, de son oncle Oternion, etc. Donc quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas des anciennes élites israélienne, de gauche et bien rangée, de la bienséance et de tous les gens qui pensent dans la pensée commune, la conception qui a mené notamment au 7 octobre. Et puis de l'autre côté, ça c'est pour un séfarade qui arrive, même si sa grand-mère est sortie d'Auschwitz. Et de l'autre côté, on a Roman Goffman, un Russe qui a fait son aliyah d'Ukraine de Biélorussie à 14 ans et qui est aujourd'hui chef du Mossad. C'est évidemment c'est véritablement un truc incroyable. La yeshiva de Eli, etc. Qui est passé par un peu de temps à la yeshiva d'Eli, etc. C'est quelqu'un donc qui apporte un sang nouveau, une nouvelle façon. C'est le principe de Schumpeter qui nous dit que c'est la destruction créatrice. Et souvent dans l'histoire du peuple juif, on a eu ces moments-là où tout a l'air de s'écrouler, comme après la Shoah, on a la création de l'État d'Israël. On a donc des moments où il se passe des grandes choses. On a vu après la guerre de Kippour deux grands mouvements, le mouvement des implantations et le mouvement qui a un retour géographique et le mouvement
du retour du religieux. Et donc, on se demande si, après le 7 octobre, on n'est pas en train de vivre quelque chose. Et là, quand on regarde au niveau d'un des indicateurs qu'on connaît, c'est donc l'émigration d'Israël ou l'immigration. Alors, justement, on va parler de ces mouvements de population, hein, que ce soit la Aliyah ou la Yérida. D'abord, quand on parle de Yérida, on parle surtout d'une fuite, hein, ce qu'on appelle les fuites des cerveaux. C'est ça, hein, c'est le terme qu'on emploie. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui ont des postes importants dans la high-tech, dans la médecine, dans ce genre de société, et qui s'en vont, qui partent d'Israël. Est-ce que c'est un véritable phénomène qu'on analyse, qu'on voit? Alors, je vais reprendre d'abord les chiffres, parce qu'évidemment, c'est extrêmement politique. Ceux qui veulent dire que l'État d'Israël est en train de s'effondrer, qu'on va vers la guerre civile, que le projet du sionisme n'existe plus et que c'est fini, on s'est trompé. Tous ceux qui voulaient confirmer leur propre agenda et leur propre ordre du jour en essayant de dire que tout va mal, ceux-là vont faire leur chou gras de ce genre d'informations. Et tout est politique. L'archéologie est politique, la démographie est politique. Donc on va reprendre quelques chiffres. J'ai discuté pendant 1h30 avec Sergio de la Pergola, c'était mon collègue pendant longtemps et qui est le grand démographe du peuple juif. Lui, il ne voit pas tout à fait les choses comme ça. Il dit d'abord qu'il y a eu 74 000 personnes qui ont quitté Israël en 2024. C'est les derniers chiffres qu'on a vraiment. Parmi eux, 50% ne sont pas juifs, d'après la des nouveaux émigrants, des émigrants qui étaient venus sur la loi du retour, surtout d'Ukraine, c'est ça, hein, Voilà. En grande partie, c'est des gens, par exemple, au moment où il y a eu... vous savez que la démographie, c'est quelque chose de compliqué. Hein. On se rappelle qu'en Ukraine, avant la guerre, l'invasion russe, il y avait 7 000 juifs en Ukraine. Il y en a 70 000 qui ont quitté le pays après l'invasion russe, et il en reste aujourd'hui 200 000. Donc les chiffres on n'est pas dans le pshat, on est dans le midrash. C'est-à-dire qu'en 1942, il y avait pas la queue pour avoir une étoile jaune, et tout à coup, après l'invasion russe, tout à coup, des milliers, des centaines de milliers de personnes, tout à coup, on dit, moi, on veut partir. Oui, j'ai bien un grand-père israélien, juif. Et souvent, ce qui se passait, c'est que tu étais un soldat qui était, lui, d'origine juive, plus ou moins, et sa femme n'était pas juive, ses enfants pas juifs, et il a envoyé sa femme et ses enfants en Israël. Et quand, au bout d'1 an ou 2 ans, tout à coup, ils se sont pris des scuds sur la tête et des missiles, ces gens-là ont quitté après avoir pris toutes sortes d'aides qu'ils ont reçues en Israël. Donc ça, c'est 50%. 50% ne sont pas des juifs. Le déficit net en 2024, c'est 18 000 personnes juives qui sont parties. Entre ceux qui reviennent, les Israéliens qui reviennent, entre les Olim Khadashim et ceux qui sont partis. Donc il faut 18 000 personnes par rapport à une population de 10 millions de personnes, ça fait un point. Minime. Voilà, c'est pas ça qui va faire écrouler le projet du sionisme. On n'est pas en 1920, où à l'époque, on se posait vraiment la question s'il y avait une pérennité, une possibilité. Donc, il faut reprendre les chiffres. Après les 50%, les 50 autres pourcents, est-ce qu'on arrive à les caractériser? Alors, voilà, il n'y a pas de syndicat des gens qui quittent le bateau. Il n'y a pas de syndicat des Juifs qui veulent s'assimiler. Il n'y a pas de syndicat des gens qui veulent quitter Israël. Donc, on sait des choses sur le long terme. On sait que parmi ceux qui quittent le pays, c'est ceux qui ont une moins grande identité juive. Pour eux, c'est moins présent et moins préemptif et moins central leur attachement à Israël et au peuple juif. Ils ont plus ils cherchent à l'intérêt individuel, l'intérêt de leur réussite personnelle, leur réussite. Et évidemment, on peut trouver, quand on est médecin ou ingénieur, on peut trouver des postes mieux payés à l'étranger. Tous les Juifs qui ne font pas leur alia, beaucoup parmi eux sont des gens aussi parce qu'ils considèrent qu'on vit mieux au niveau individuel. Est-ce qu'on arrive à savoir s'il y a des personnes qui ont quitté Israël après le 7 octobre parce que ils ont vu la situation politique, la situation sécuritaire, peut-être aussi tout ce qui était autour de la réforme judiciaire. Est-ce que ça, on va dire, donner envie à des personnes de quitter Israël? Voilà, tout à fait. Donc, c'est pas simplement un pur individualisme égoïste de gens qui sont en train de quitter le bateau au moment où le pays est en guerre. C'est une perte d'espoir dans le projet. Le projet, on se dit, finalement, on est entouré par 500 millions d'Arabes qui n'acceptent pas notre existence. On l'a bien vu, on croyait à une solution à 2 États. Ça s'est écroulé. On a perdu cet espoir-là. Et là, il y a un effondrement. Alors, les gens partent. Donc, les gens partent parce qu'ils ont l'impression que l'État devient... Il y a un changement démographique profond dans l'État d'Israël. C'est le changement qui fait qu'on a de tout à coup plus de population
je dirais, de droite, plus population religieuse, plus population séfarade. Et ce basculement, c'est très proche. Il y a une assignation extrêmement forte entre les gens de droite sont plus religieux, les gens plus religieux. Et on a un basculement de la société israélienne qui est devenue bien plus pratiquante et plus attachée à la tradition. Donc tout ça fait que les gens qui voulaient vivre à Vienne ou à Berlin et en vivant à Tel Aviv, ceux-là tout à coup se disent on n'a aucune chance demain de reprendre le pouvoir et de réinstaller l'État démocratique suisse ou autrichien dont on avait rêvé dans un certain projet du sionisme qui était un projet plus un État plus qui serait. Donc, et on a peur pour la démocratie israélienne. Et renonce quelque part donc à ce projet, renonce à vivre dans cet État. Alors ces gens-là, je travaille avec eux, on est une 50aine de chercheurs, donc les gens avec qui je travaille en général font partie de ces élites, c'est normal. C'est les gens qui ont été à des postes très importants à l'armée, dans le renseignement ou dans la high-tech ou dans la cour de justice, etc. Ces gens-là se disent, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'ultra-orthodoxes, ce pays va devenir tout à coup un pays du tiers-monde, on va devenir, les décisions ne vont plus être suivant la transparence et l'état de droit. Alors ils s'inquiètent énormément et ces gens-là se disent, moi je vois pas du tout comment mes enfants vont pouvoir, j'ai pas envie que mes enfants vivent dans un pays du tiers-monde et donc je quitte le bateau et je vais m'installer peut-être dans un endroit. Est-ce qu'il y a des gens là-bas et qu'on les attend avec eux? Ou alors est-ce qu'ils sont obligés de parler en anglais entre eux et cacher qu'ils sont israéliens? Est-ce que ça va pouvoir leur réussir? C'est encore une autre chose. C'est une autre question, mais est-ce qu'ils ont de bonnes raisons de s'inquiéter? Les bonnes raisons sont absolument... Je peux vous faire l'argumentaire en vous disant que le projet sioniste n'a aucune chance de survivre, de la même manière que j'ai fait qu'il n'y a aucune chance pour les Juifs de France. C'est très facile, c'est un exercice qu'on peut faire. Il suffit de mettre, ça s'appelle du due diligence, on met toutes les analyses de risque et on peut tout à fait dire on peut aller vers là, on peut aller vers autre chose. Ou alors on peut se dire qu'on a... Et celui qui n'a pas cette idée, qui n'est pas habité, je dirais, par l'histoire du peuple juif de 3700 ans, et qui n'a pas l'impression d'appartenir à une grande histoire, alors il peut se dire, finalement, qu'est-ce que je viens faire dans cette galère? Et est-ce que c'est pas mieux pour moi d'aller habiter à Stockholm ou à Singapour ou à Oklahoma? Alors, de l'autre côté, on a ceux qui viennent. Alors, encore une fois, on ne peut pas parler de vague d'Alia, même si... On sent, et lorsque on organise à Calita ou la mairie de Jérusalem organise des salons de la Aliyah à Paris, à Strasbourg, à Marseille, dans toutes les villes en France, on sent un véritable réveil. Les salons sont énormément fréquentés, mais on ne parle pas encore de véritable vague d'Aliyah. Est-ce que, justement, quelles sont les motivations, justement, comme on a vu les motivations de ceux qui veulent quitter Israël ou qui quittent Israël, quelles sont les motivations de ceux qui veulent venir nous rejoindre ici? Les grands réservoirs de pays où il y avait des Juifs qui étaient en situation de détresse n'existent plus. Donc les Juifs ont quitté l'Europe orientale, les Juifs ont quitté les pays arabes. Aujourd'hui, il reste des Juifs dans des pays développés qui, au niveau individuel, d'une manière générale, vivent mieux économiquement et ils vivent dans un environnement qu'ils connaissent plutôt qu'aller déménager en Israël pour améliorer sa situation économique. Donc quand on vient en Israël, c'est parce qu'on a envie d'avoir une plus grande cohérence intellectuelle, religieuse, identitaire. On a Ou envie parce qu'on a peur de vivre dans le pays où on vit à cause de l'antisémitisme. C'est à peu près la même chose. Ça veut dire que si on cachait complètement son judaïsme, si on change de nom et qu'on fait de l'amnésie volontaire, c'est le terme qu'employait Franz Kafka, alors on peut vivre très bien dans un petit village du Morvan ou si on habite rue Saint-Dominique à Paris, on peut vivre très bien. Donc on peut réussir si on oublie complètement son judaïsme. Mais son judaïsme n'est pas prenant et que c'est quelque chose qui est périphérique, voire encombrant. On peut dire, je préfère ne jamais parler de cette partie biographique parce que ça crée du malaise autour de moi. Et dans ce cas-là, on peut totalement, si celui qui décide de s'assimiler totalement, de disparaître et d'oublier lui-même, se cauteriser, de refouler un peu tout ce qui pourrait ressembler à ce sentiment de justice du combat du peuple juif qui revient sur sa terre, alors, et si c'est pas important pour lui, il peut le vivre. S'il veut avoir une plus grande cohérence, s'il veut marcher debout et ne plus raser les murs, s'il veut s'intégrer. Donc les gens qui viennent en général, c'est parce qu'ils veulent s'inscrire dans cette grande continuité historique. Ça s'inscrit évidemment dans un projet aussi religieux. On comprend bien que cette histoire, la pérennité du peuple juif pendant 3700 ans est aussi quelque chose qui est habité, qui dépasse simplement l'entendement humain, de la même manière que la pérennité de l'antisémitisme est une haine
théologique, une haine existentielle qui n'a rien à voir avec la rationalité. C'est vraiment une haine qui est une haine... voilà, c'est une haine, c'est une haine qui ne correspond à rien. Donc cette haine anti-juive et ce désir des juifs de rester juifs, et c'est pas tous les juifs qui l'ont. Donc on va avoir ce mouvement-là. Donc on connaissait la vieille histoire des deux gens qui se rencontrent sur le port de Haïfa et le bateau qui arrive et le bateau de ceux qui s'en vont et chacun considère l'autre comme un fou. C'est totalement vrai, totalement vrai. Ceux qui quittent ont totalement raison. Partez. Celui qui considère que le judaïsme n'est pas important pour lui, on le voit, 80% des enfants de gens qui ont quitté Israël, ce qu'on appelle les Yordim, se marient avec des non-juifs et perdent toute trace de judaïté. C'est comme ça, c'est parce que c'est pas si important pour eux, c'est tellement trivial que ceux qui viennent sont sionistes, ceux qui s'en vont sont moins sionistes. Alors est-ce que ça veut dire que tous ceux qui s'en vont ne sont pas des gens qui sont proches de l'État d'Israël et du peuple juif? Non, il y a aussi certains pourcentages de gens qui ont été, par exemple, dans la région autour de Gaza et qui ont souffert, qui sont partis à Stockholm, notamment. Une communauté comme ça. On a des Israéliens qui sont ressoublés à Athènes ou à Chypre ou alors à Barcelone et qui se retrouvent ils font des gens de ghettos et de kibbutz israéliens. Donc, c'est des choses qu'il faut attention. Et le plus grand problème, quand on demande à tous ces gens-là quelles sont vos motivations, ils parlent de deux choses. D'une part, cette perte de l'espoir de pouvoir acheter un appartement et de pouvoir vivre ici. Donc, c'est le coût de la vie. Tout ça, il faut casser les cartels, casser les monopoles. Il faut faire un grand travail. Et normalement, après la guerre, chaque fois qu'on a eu après la Deuxième Guerre mondiale et après les grandes guerres, on a toujours un grand mouvement social qui a fait les allocations familiales, qui a fait le mouvement de ce qu'on appelle aux États-Unis le Marine Bill, où on a construit toutes les banlieues aux États-Unis. On a construit tout à coup les gens doivent pouvoir... Quelqu'un qui a combattu et risqué sa vie doit pouvoir avoir le droit à une maison, etc. Donc, on s'attend à un grand mouvement aussi de ce niveau-là, avec peut-être des nouvelles élites, peut-être que ceux qui sont en place devront être balayés et mettre à la place des nouvelles élites qui vont arriver. Ouais. Et eux feront ce travail et ils ne seront pas forcément cooptés avec tous ces cartels et ces monopoles qui empêchent la société israélienne d'évoluer. Mais on commence à voir des petits mouvements. Donc on a ce mouvement-là. Donc les gens parlent de deux choses, le coût de la vie, et ça c'est vrai, et pour l'Aliyah, et pour la Yérida, ça veut dire, et pour ceux qui quittent, il faut diminuer le coût de la vie en Israël, et c'est possible. La première chose, il suffit de construire beaucoup plus d'appartements, puisque le plus gros coût, c'est quand même l'immobilier, et on sait comment faire, il faut construire. On a tout simplement 200 000 naissances par an. C'est une start-up nation du pays qui est la croissance démographique. 200 000 naissances par an, il faudrait construire 100 000 appartements pour ces gens-là. On en construit moins de 50 000, moins de 60 000. Donc on a un déficit. Et si on construisait, et il faudrait... Donc on a de la place, on a beaucoup de place dans le Negev, on a de la place dans les territoires de Judée-Samarie, on a de la place en Galilée. Et là, il faut construire des grandes villes, des grands projets, des grandes autoroutes. Tout ce mouvement-là qui va arriver, qui s'imposera. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, il va s'imposer. Et c'est ça qui est intéressant. Ce mouvement de Yérida est un indicateur. Ce mouvement de Aliyah qui commence simplement. On voit que des petits sursauts. Mais il faut savoir que les mouvements, en général, on a ce qu'on appelle un point de basculement. Au début, ça commence par un tout petit peu. Et tout à coup, aujourd'hui, il y a des structures. C'est-à-dire ceux qui arrivent aujourd'hui à Hadera ou à Nahariya ou dans des villes où avant, il n'y avait pas beaucoup de Français qui arrivent, tout à coup, les structures existent déjà. Et là, les gens vont... Et peut-être qu'il va y avoir... Comment les Juifs... La question de savoir, c'est ce qui va se passer, comment les gens vont quitter le Maroc, ou est-ce que c'est comme quand ils ont quitté l'Algérie? Voilà, c'est à peu près les deux scénarios qu'on connaît. Alors pour terminer, parce qu'on doit terminer, Dov, si je vous demandais de quelle manière ces mouvements de population vont influencer l'image de la société israélienne, est-ce que vous pouvez nous dire une sorte de réponse par rapport à ça? Parce que je sais que c'est très compliqué de prévoir ce genre de choses. Voilà, au JPP, on a établi une vingtaine d'indicateurs pour savoir comment ça va, le 7 octobre a influencé la société israélienne. C'est globalement extrêmement positif. Il se passe un retour identitaire. Il se passe les nouveaux immigrants qui arrivent sont des gens avec énormément d'énergie et de volonté de changer les choses. Ça leur prend 3-4 ans au début à manger de la vache enragée. Et puis, mais après un certain moment, ils arrivent. On voit des gens qui arrivent à des postes importants. On a parlé des deux qui sont arrivés à des postes importants un peu plus tard. On a parlé dans les services du renseignement israélien. Il y en a aussi partout, à peu près partout. Il y a des Français, des Américains qui arrivent à prendre des postes partout. Et ces gens-là amènent avec eux cette idée d'état de droit, de démocratie, de
transparence, des bonnes manières et des bonnes pratiques. Tout ça fait que l'État d'Israël se renforce, alors qu'on avait des anciennes élites qui venaient soit des pays arabes, soit des pays soviétiques, qui n'ont pas connu la démocratie, qui ont plutôt dans le mode de la magouille. Et là, on a maintenant des nouvelles personnes qui ont un sens inné. Ils ont grandi avec ça, du sens qu'il faut quand même avoir un certain état de droit. Donc je suis extrêmement positif, évidemment. Donc on a toutes les raisons d'être optimiste pour les années à venir. J'invite surtout les gens qui ont des forces vives du peuple juif à rejoindre le bateau et à construire. Et malheureusement, j'espère qu'avec ça, ceux qui sont partis, eux-mêmes feront tout à coup teshuva et reviendront. Peut-être leurs enfants. Et pour eux, leurs enfants comprendront que finalement, il n'y a rien qui les attend vraiment bien. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres, parce que c'est quand même chez les autres. Et ici, on est chez soi. Bon, c'est une très bonne conclusion, surtout sur Kalita. Merci en tout cas, Dov, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.